Et si le plus grand suspense jamais filmé se cachait dans les ombres de l'âge d'or du cinéma? Ce sont les thrillers qui faisaient monter l'adrénaline bien avant la CGI, construits sur des ombres, des secrets et des dialogues incisifs. Des ruelles sinueuses aux gros plans tendus, les maîtres du suspense nous ont laissé à nous ronger les ongles, devinant à chaque tournant. Nous plongeons profondément dans les 25 plus grands thrillers de suspense de l'âge d'or, des films qui ont façonné chaque poursuite, chaque révélation, chaque rebondissement qui a suivi. Prêts à tester vos nerfs et vos connaissances cinématographiques? Dévoilons les classiques qui nous ont fait peur du noir. Le troisième homme. Le brouillard dérive à travers les rues dévastées de Vienne d'après-guerre. La musique de sitar résonne en arrière-plan, et des ombres émergent, l'un des plus grands anti-héros du cinéma, Harry Lime. Le troisième homme n'est pas seulement un thriller, c'est toute une ambiance. Imaginez une ville déchirée par la guerre, divisée par les alliances, où chaque ruelle semble cacher un secret, et où personne ne dit la vérité, pas même votre meilleur ami. Roger Ebert a qualifié The Third Man de l'un des plus grands films de tous les temps, et c'est facile de comprendre pourquoi. Joseph Cotten joue le rôle de Harley Martens, un écrivain de romans populaires attiré à Vienne par la promesse d'un emploi de son vieil ami, Harry, pour découvrir qu'Harry est supposément mort, et que la ville est envahie de suspicion. Mais ensuite, dans l'une des plus grandes révélations cinématographiques de tous les temps, Orson Welles émerge de l'obscurité, souriant comme le diable en personne. Les visuels? Un véritable chef-d'œuvre. Carol Reed et le directeur de la photographie Robert Krasker inclinent la caméra si souvent que vous vous sentirez désorienté rien qu'en regardant. Les pavés brillants de pluie. Les ombres s'étirent à l'infini. Et puis, il y a la poursuite à travers les égouts, qui donne l'impression de descendre directement en enfer. Le scénario de Graham Greene est chargé d'esprit amer et d'angoisse existentielle, parfaitement assorti à la partition emblématique d'Anton Karas. Ce qui fait de The Third Man un thriller de suspense intemporel, c'est son sens moral. Ambiguïté. Il n'y a pas de héros pur, seulement des gens qui font ce qu'ils doivent pour survivre. Ebert a loué son refus d'expliquer tout. Au lieu de cela, vous êtes laissé à reconstituer le puzzle, tout comme Holly. Au moment où le plan final inoubliable défile, Anna passant devant Holly sans un mot, vous réalisez que vous venez de voir une histoire de trahison, d'amour et de la noirceur de la nature humaine. Regardez-le au cœur de la nuit pour un effet maximal. La mort aux trousses. Cary Grant dans un costume gris, courant pour sa vie à travers les plaines balayées par le vent. Un avion épandeur plongeant comme un dieu vengeur. La mort aux trousses est les montagnes russes ultimes. Espion, erreur sur la personne, agent double séduisant, et une poursuite à travers le mont Rushmore qui est gravé dans l'imaginaire collectif des cinéphiles. Hitchcock, le maître du suspense, est ici à plein régime. Roger Ebert aimait le film autant pour son côté ludique que pour son suspense. L'intrigue débute lorsque Roger Thornhill, incarné par Grant, juste un publicitaire, est pris pour un agent gouvernemental et pourchassé par des méchants ombrageux dirigés par le suave ennemi de James Mason. En chemin, il rencontre la mystérieuse blonde Eva Marie Saint, échange des réparties et évite la mort certaine à chaque tournant. Chaque scène est conçue pour intensifier le « tension ». De l'assassinat aux Nations Unies à cette attaque surréaliste par un avion pulvérisateur, on n'est jamais vraiment sûr de ce qui est réel et de ce qui est une mise en scène. Au moment où Cary Grant grimpe sur les visages des présidents américains, les enjeux semblent énormes et absurdes tout à la fois. Une fois, Ebert a écrit que « La mort aux trousses est comme le film de Hitchcock avec tout. L'homme innocent en fuite, la blonde glaciale, le méchant élégant, les séquences conçues pour vous faire transpirer des paumes. » Et pourtant, malgré tout son suspense, le film est amusant, flirtant avec la parodie, mais sans jamais perdre son audace. C'est de la pure magie hollywoodienne, habilement conçue et toujours aussi fraîche que le jour de sa première. Double Indemnity. Parlez du modèle du film noir. Double Indemnity est sombre, incisif et débordant d'une attraction fatale. Fred MacMurray est Walter Neff, un vendeur d'assurance avec un talent pour flairer le risque, mais il n'a jamais vu venir Phyllis Dietrichson, interprétée par Barbara Stanwyck. L'histoire est simple. Un garçon rencontre une fille. La fille veut son mari mort, le garçon dit oui, et puis tout s'effondre. Séparés. Billy Wilder, réalisant à partir d'un scénario coécrit avec Raymond Chandler, tisse une toile de tromperie si serrée qu'elle étouffe. Roger Ebert adorait Double Indemnity, le qualifiant de film noir à l'os. Stanwyck est un pur danger avec un bracelet de cheville, et MacMurray, habituellement le type bien, joue le pigeon à la perfection. Les dialogues crépitent, chaque réplique est un double sens, chaque regard est chargé de sens. Le suspense ici est psychologique.
Vous savez dès le début que Neff est condamné. Il narre toute l'histoire dans un dictaphone, saignant d'une blessure par balle, la sueur imbibant son costume. Pourtant, Wilder vous tient en haleine, vous faisant encourager une paire de meurtriers, même en les regardant se désagréger. Edward G. Robinson, en tant qu'enquêteur obstiné des réclamations, est l'encre morale, mais même lui n'est pas à l'abri des ombres. Ebert a écrit que « ce qui fait que Assurance sur la mort perdure, ce n'est pas seulement l'intrigue, mais le humeur, les stores projetant des rayures de lumière et d'obscurité, la bande sonore de jazz cool, la façon dont la tentation nous attire vers notre propre destruction. C'est un thriller à suspense qui semble inévitable et dangereux. Chaque pas vers le précipice est empreint de crainte. Après le visionnage, vous ne verrez plus jamais une police d'assurance ou une femme fatale de la même manière. Les diaboliques. Avant Psychose, avant Sixième Sens, il y avait Les Diaboliques, le thriller français qui a pratiquement inventé le retournement de situation. Le chef-d'œuvre d'Henri-Georges Clouzot est une montée en puissance lente, mais quand la mèche atteint enfin la poudre, ça fait sauter le toit. Roger Ebert l'a loué pour son suspense impitoyable et sa cruauté psychologique. Le synopsis. Un directeur cruel règne sur un internat, abusant à la fois de sa femme et de sa maîtresse. Les deux femmes forment un pacte pour le tuer et jeter le corps dans la piscine fétide de l'école. Mais lorsque le corps disparaît, la culpabilité et la paranoïa se manifestent, transformant leur vie en un cauchemar éveillé. Cauchemar. Clouzot dirige avec une précision glaciale, étirant l'attention jusqu'à ce que vos nerfs soient à vif. Chaque grincement dans le couloir, chaque ombre vacillante dans le coin est chargée de menaces. L'atmosphère oppressante est autant un personnage que les protagonistes intrigants. La célèbre scène de la baignoire, Hitchcock lui-même en était jaloux. Ebert a qualifié Les Diaboliques d'un film qui joue avec le public comme un piano. Et c'est vrai. Le public est complice, désespéré de trouver une résolution, mais terrifié par ce qui pourrait surgir de l'ombre. La fin, quand elle arrive, est à la fois choquante et parfaitement méritée. Un coup de poing qui fonctionne encore même après des décennies d'imitateurs. Ne laissez personne vous gâcher cela. Le Faucon maltais, Bogart, Fedora. Une statuette inestimable. Le Faucon maltais n'a pas seulement contribué à inventer le film de détective moderne, il l'a perfectionné. John Huston, dans son premier film en tant que réalisateur, prend l'intrigue labyrinthique de Dashiell Hammett et en fait un jeu haletant d'esprit et de duplicité. Roger Ebert a écrit que « Le Faucon maltais est un film qui sait de quoi il parle. Chaque personnage est là pour lui-même. Sam Spade, joué par Humphrey Bogart, dur à cuire, mais jamais sans cœur. Mary Astor en femme fatale, si glissante qu'elle laisse des traces d'huile. Peter Lorre et Sidney Greenstreet en escroc que vous adorez détester. Le suspense ici ne vient pas de poursuites en voiture ou de fusillades, mais des bluffs incessants, des loyautés enchevêtrées, du sentiment oppressant que tout le monde ment et que seul le joueur le plus malin survit. La caméra de Huston reste proche, observant les visages pour le moindre signe de trahison. Chaque réplique est un indice. Chaque geste pourrait être le clé. Ebert aimait la façon dont le film nous permet de soutenir Sam Spade, même s'il n'hésite pas à contourner les règles. L'histoire avance comme une partie d'échecs, pleine de feintes et de retournements. Et cette fin, avec l'interprétation glaciale de Bogart, la matière dont sont faits les rêves, vous laisse vous demander qui, si quelqu'un, a vraiment gagné. Ray Fifi. Imaginez le crime parfait, sans aucune faille, sans erreur, juste une équipe de professionnels froids réalisant le plus grand casse que Paris ait jamais vu. Ray Fifi est le grand-père de tous les films de cambriolage, et Roger Ebert ne pouvait cesser de s'extasier sur sa construction pleine de suspense. Le réalisateur Jules Dassin, mis sur liste noire à Hollywood et travaillant avec une distribution française, livre un film noir si serré qu'il grince. Voici le mise en place. Une bande de voleurs, dirigée par Tony, fatigué du monde, planifie de cambrioler une bijouterie avec une précision militaire. Le clou du spectacle est la légendaire séquence de cambriolage muet de 32 minutes. Pas de musique, pas de dialogue, juste une tension si intense qu'on pourrait la couper avec un coupe-vert. Chaque mouvement, chaque goutte de sueur, chaque craquement des planches du sol est amplifié à un rythme cardiaque palpitant. Effet. Ebert admirait comment du rififi chez les hommes tire un suspense maximal, non pas des fusillades, mais de l'anticipation et du silence. Ce ne sont pas des supercriminels, ce sont des hommes désespérés avec des nerfs fragiles, liés par la loyauté et la malchance. Les conséquences, alors que le plan se désagrège et que la trahison s'insinue, sont aussi sombres qu'un hiver parisien. Ce qui donne à Rififi son avantage, c'est le style sans fioriture de Dassin. Chaque personnage semble réel, malmené par la vie, condamné par le destin. Ebert a souligné l'influence du film surtout de
De Ocean's 11 à Heat. Sans rififi, le film de cambriolage moderne n'existerait pas. Regardez-le et vous vous retrouverez à retenir votre souffle pendant une demi-heure avant d'expirer, étonné par la tension qu'une seule scène peut contenir. Les nerfs à vif. Que se passe-t-il lorsque le mâle rentre à la maison et refuse de partir? Dans Cape Fear, le suspense est un cancer. Lent, implacable, inéluctable. Gregory Peck joue le rôle de Sam Bowden, un homme bien qui a commis l'erreur de témoigner contre un monstre. Maintenant, ce monstre, Max Cady, interprété par un terrifiant Robert Mitchum, est libre et déterminé à se venger. Roger Ebert admirait le Cape Fear, original pour son sens primal, presque mythique, de la menace. Le caddie de Mitchum n'est pas seulement un mauvais homme, il est la pure malveillance. Narguant la famille de Bowden, les traquant à travers des nuits moites du Sud, rendant chaque sonnerie de téléphone et chaque ombre à la fenêtre source de terreur. La tension est presque insoutenable. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont le film, sous le code Hays, délivre tant de terreur sans montrer de violence explicite. Tout baie dans l'anticipation, la crainte, le sentiment que les limites civilisées sont inutiles contre le véritable mal. L'avocat de Peck est intelligent mais impuissant, la loi offrant peu de réconfort. Ebert a écrit que les nerfs à vif fonctionnent grâce à sa simplicité. C'est un affrontement, à l'ancienne comme une histoire au coin du feu. Famille contre prédateur, loi contre chaos. La confrontation finale sur la rivière est aussi angoissante que tout ce qu'Hitchcock a jamais filmé, et elle reste en mémoire bien après le générique. À une époque avant que les méchants des films d'horreur deviennent des clichés, les nerfs à vif vous faisaient craindre ce qui rôde dehors, et c'est toujours le cas. L'ombre d'un doute. Hitchcock a célébré appelé « L'ombre d'un doute », son préféré de tous ses films. C'est facile de comprendre pourquoi. Le mal se cache à la vue de tous, déguisé en famille. Situé dans une petite ville d'Amérique, c'est un thriller à suspense qui se développe de l'intérieur, empoisonnant silencieusement le quotidien. Charlie, vive et agité, idolâtre son oncle, mais quand il vient séjourner, quelque chose cloche. Il fuit quelque chose, et les indices commencent à s'accumuler. L'oncle Charlie est-il le meurtrier des joyeuses veuves que la police recherche? Le suspense mijote. Chaque conversation à table est teintée de danger. Roger Ebert a salué l'ombre d'un doute comme l'exploration la plus glaçante de l'innocence corrompue par Hitchcock. La performance de Cotten est une leçon de charme devenue sinistre. Une minute avinculaire, l'autre rayonnant de menaces. L'Amérique de Hitchcock est tout ensoleillée avec ses clôtures blanches, mais sous la surface, la pourriture s'infiltre. Ebert aimait comment le suspense est à la fois psychologique et moral. Le dilemme de Charlie, comment affronter le mal quand il a le visage de quelqu'un que vous aimez, est aussi captivant que n'importe quelle bombe à retardement. La séquence de train culminante offre un dénouement à la fois cathartique et tragique. L'ombre d'un doute n'est pas qu'un thriller, c'est une méditation sur l'obscurité qui se cache juste sous la surface du quotidien. La griffe du passé. Le noir ne devient pas beaucoup plus fataliste que cela. La griffe du passé est une spirale vers la damnation, une histoire où chaque mouvement du héros ne fait que l'enfoncer dans plus profond. Roger Ebert l'a appelé le plus grand film de tabagisme de tous les temps. Mais c'est aussi une leçon de suspense où la confiance est un piège et le destin est un chemin droit vers la tombe. Robert Mitchum et Jeff Bailey, essayant d'échapper à son passé dans une ville de montagne tranquille. Mais le passé, personnifié par le gangster huileux avec Sterling et la séduisante Kathy Moffat, revient à la charge. L'histoire se déroule en flashback, chaque révélation resserrant le nœud autour du cou de Jeff. Ebert a adoré comment Out of the Past tisse le suspense à travers l'atmosphère. La cinématographie est imprégnée d'ombre et de fumée, chaque cadre étant une peinture de romance condamnée et de trahison inévitable. Les dialogues sont aiguisés comme des rasoirs. « Tu n'es pas bien, et moi non plus », ronronne Cassie. « Et tu la crois. » Le suspense ne concerne pas seulement qui va appuyer sur la gâchette, mais quand le piège va printemps. La réalisation de Tourneur est hypnotique, onirique, fataliste, inéluctable. Ebert soutenait que « Out of the Past » est le film noir réduit à son essence la plus pure. Vous pouvez fuir votre passé, mais vous ne l'échapperez jamais. Regardez-le tard dans la nuit, et vous sentirez les ombres se refermer. Une femme disparaît. Bien avant qu'il ne vienne en Amérique, Hitchcock a livré The Lady Vanishes, un voyage sinueux, spirituel et stressant à travers la période d'avant-guerre. Europe. Un train traverse les Alpes enneigées, et quelque part dans ses compartiments bondés, une vieille Anglaise disparaît, tout simplement. Seule une personne, la courageuse Iris, semble s'en soucier et se retrouve bientôt prise dans un réseau d'espions, de mensonges et de dangers. Roger Ebert a loué The Lady Vanishes pour son
Un mélange éblouissant de suspense et d'humour. La mise en place est du pur Hitchcock. Un mystère apparemment trivial se transforme en un jeu de vie ou de mort. Le casting secondaire est rempli d'originaux et les dialogues sont chargés d'esprit britannique. Mais la tension est réelle. Alors qu'Iris essaie de prouver qu'elle n'est pas folle, alors que le train traverse un territoire hostile, Hitchcock augmente le suspense à chaque kilomètre parcouru. Miss Froy est-elle réelle ou Iris a-t-elle perdu la raison? Qui peut être digne de confiance? L'espace confiné du train devient une cocotte-minute. Chaque porte et couloir est un piège potentiel. Ebert admirait comment le film nous fait douter et rire jusqu'à la toute fin. Lorsque la vérité est révélée, elle est à la fois satisfaisante et troublante. The Lady Vanishes a établi la référence pour le modèle de la personne ordinaire emportée dans un danger extraordinaire que Hitchcock perfectionnerait à Hollywood. C'est un thriller qui ne relâche jamais et n'oublie jamais de divertir. Le Grand Sommeil. Si vous voulez du film noir dans sa forme la plus enfumée, la plus aiguisée et la plus incompréhensible, ne cherchez pas plus loin que Le Grand Sommeil. Philip Marlowe de Humphrey Bogart traverse un labyrinthe de meurtres, de chantage et de double jeu si dense que même les scénaristes perdent le fil de qui a tué. Roger Ebert a fameusement plaisanté en disant « L'intrigue n'a pas d'importance ici, du moins pas autant que l'ambiance, les personnages et le dialogue qui pourraient couper du verre. » Le film commence lorsque Marlowe, détective privé à louer, est entraîné dans les affaires complexes de la famille Sternwood. Un millionnaire mourant, ses 2 filles rebelles et un maître chanteur qui a déjà fini, mort. L'affaire tourne en spirale, les corps tombent, et chaque indice ouvre une nouvelle boîte de Pandore. Lauren Bacall, avec son sourire en coin de classe mondiale, laisse Marlowe deviner ses véritables motivations. La chimie entre Bogart et Bacall, absolument électrique. Ebert a qualifié Le Grand Sommeil de film où ce qui se passe n'est pas aussi important que pour qui cela se passe. Le suspense ne vient pas de la compréhension de l'intrigue, mais de voir Marlowe se frayer un chemin dans un monde où tout le monde ment et où le danger est toujours à un demi-pas, loin. Les dialogues sont incessants. Une rafale saccadée de menaces, de blagues et de double sens. La direction de Howard Hawks est sobre et percutant. La fumée de cigarettes s'enroule, la pluie tambourine, et chaque visage à l'écran semble avoir un secret. Ebert aimait que l'on puisse regarder Le Grand Sommeil une dizaine de fois et toujours découvrir un nouveau détail. Vous ne résoudrez peut-être pas le mystère, mais vous serez captivé par la poursuite. Composez le numéro M pour meurtre. Alfred Hitchcock aimait les mystères de pièces verrouillées, et composeur le numéro M pour meurtre est son plus élégant, et d'une certaine manière, son plus glaçant. Tout le film se déroule presque entièrement dans un seul appartement à Londres, mais le suspense est si dense qu'on a l'impression que les murs eux-mêmes se referment. Ray Milland joue Tony Wendess, un ancien joueur de tennis professionnel, avec une rancune. Sa femme, jouée par Grace Kelly, a été infidèle. Ainsi, Tony planifie le meurtre parfait, un meurtre qui, en théorie, devrait être infaillible. Mais rien ne se passe jamais comme prévu dans le monde de Hitchcock. Lorsque le prétendu tueur se retrouve mort et que Margot, jouée par Grace Kelly, est piégée, le suspense monte à une fièvre, ton. Roger Ebert admirait la façon dont Hitchcock transforme l'appartement en un échiquier, déplaçant ses personnages avec une précision chirurgicale. Chaque coup de téléphone, chaque sonnette, chaque clé manquante est un nouveau poignard d'anxiété. La couleur, l'éclairage, les petits moments, comme le calme glacé de Kelly qui se fissure sous la pression, sont tous conçus pour vous mettre sur le bord de votre siège. Ebert a écrit que le crime était presque parfait, est un modèle du suspense parce que le public en sait plus que les personnages faire. Nous voyons le piège se tendre, nous le voyons se refermer, puis nous nous rongeons les ongles en attendant de voir si la justice triomphera. La tension est incessante, mais la récompense, livrée avec l'humour caractéristique d'Hitchcock et un dernier retournement de situation, est une satisfaction pure et frénétique. Jamais un meurtre n'a semblé si civilisé ni si dangereux. La jungle des asphaltes. La jungle des asphaltes est un film de cambriolage sur une tragédie grecque au cœur dur. Le film noir de John Huston ne concerne pas seulement le crime parfait, mais aussi la rapidité avec laquelle la perfection se décompose lorsque la nature humaine s'en mêle. Roger Ebert l'a qualifié de l'un des plus grands films de cambriolage jamais réalisés, et pour une bonne raison. Le intrigue. Un maître criminel tout juste sorti de prison rassemble une équipe hétéroclite, chaque homme étant un spécialiste avec son propre défaut fatal, pour cambrioler une bijouterie dans une ville faite d'ombre et de rues détrempées par la pluie. Sterling Hayden est Dix, le muscle avec un rêve d'évasion. Louis Calhern est l'avocat véreux. Même Marilyn Monroe, dans l'un de ses premiers rôles, apparaît comme la maîtresse d'un gangster. Ce que Huston fait mieux que quiconque, c'est de révéler le suspense, non seulement du braquage, mais aussi du cœur humain.
cœur. Vous ressentez les nerfs, le désespoir, l'espoir, et enfin la perdition, alors que tout tourne mal, pièce par pièce. Le braquage lui-même est un ballet de tension, silencieux, méthodique et déchirant pour les nerfs. Mais c'est l'après qui est véritablement atroce, alors que chaque homme tente de fuir destin. Ebert aimait l'honnêteté dépouillée du film. Il n'y a pas de héros, seulement des hommes piégés par leurs propres choix et faiblesses. The Asphalt Jungle est tout en dureté, sans glamour, un film qui reste dans l'esprit comme la fumée de cigarette après le dernier verre. C'est un thriller à suspense qui montre comment même les plans les mieux conçus ne peuvent rivaliser avec la malchance et les mauvaises décisions. Notorious, romance et danger, espion et secret. Notorious et Hitchcock, à son plus glamour et son plus angoissant. Ingrid Bergman joue Alicia Huberman, la fille d'un espion nazi recruté par Devlin de Cary Grant pour infiltrer une cabale d'ex-nazis à Rio. Leclerc mission. Épouser le chef du groupe et découvrir leurs secrets. Facile, non? Roger Ebert a été très élogieux dans ses critiques de Notorious, le qualifiant de l'un des meilleurs et des plus complexes récits de suspense de Hitchcock. La tension est aussi émotionnelle que physique. La jalousie de Devlin fera-t-elle échouer toute l'opération? La couverture d'Alicia sera-t-elle découverte? Hitchcock charge chaque scène de regards codés, de mains tremblantes et de passions à peine réprimées. La célèbre séquence de la clé dans le cellier, toujours une leçon de cinéma suspense, alors que chaque seconde passe et que les murs se referment. Ce qu'Ebert aimait le plus, c'est la manière dont le film mêle suspense et véritable chagrin d'amour. Les enjeux ne sont pas seulement globaux, ils sont personnels. L'amour peut-il survivre au mensonge et à la trahison? Alicia peut-elle échapper à son propre passé? Le suspense monte jusqu'au dernier moment haletant où la justice, l'amour et la fatalité se rencontrent sur un escalier ensoleillé. Les Enchaînés n'est pas seulement un thriller, c'est un film qui vibre de désir et palpite de danger. Hitchcock n'a jamais aussi bien équilibré le glamour et la menace, et Ebert pensait que c'était la preuve que le genre pouvait être aussi riche en émotions que n'importe quel drame. Touch of Evil. Si vous voulez un film noir si sombre qu'il frôle le cauchemar, ne cherchez pas plus loin que Touch of Evil d'Orson Welles. Ce film s'ouvre avec l'un des plans séquences les plus célèbres de l'histoire. Un voyage de 3 minutes et demie à travers une ville frontalière mexicaine qui promet de la violence dès la première image. Welles incarne Hank Quinlan, un shérif corrompu et bouffi dont la simple présence dégage une menace. Roger Ebert a salué Touch of Evil comme le grand crépuscule du film noir. C'est un film où les frontières entre les nations, entre le bien et le mal, se brouillent et se dissolvent. Charlton Heston est Vargas, un enquêteur mexicain intègre, pris dans la toile collante de crimes, de fanatisme et de moralité de Quinlan. Se décomposer. Janet Leigh est sa femme en péril, prise dans le feu croisé. Le suspense ici est implacable. Welles remplit chaque image d'angles inclinés dérangeants, d'ombres profondes et de visages grotesques. On ne sait jamais à qui faire confiance, ni quand le marteau va tomber. La ville elle-même semble conspirer contre la décence, aspirant tout le monde dans sa spirale de corruption. Ebert admirait comment Touch of Evil avance avec l'élan d'un cauchemar, une mauvaise décision en entraînant une autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de moyen. La confrontation finale, une chasse nocturne tendue le long du canal huileux, est aussi nerveuse que n'importe quelle autre au cinéma. La dernière réplique de Welles, livrée comme un éloge funèbre moqueur, résonne longtemps après le générique de fin. C'est un thriller à suspense qui vous met au défi de détourner le regard, mais garantit que vous n'oublierez jamais ce que vous, fenêtre sur cour, un New York suffocant. L'été, une cour d'immeubles grouillant de vie, de secrets et d'ombre. Fenêtre sur cour d'Hitchcock est une œuvre maîtresse du suspense qui transforme l'acte de regarder en une obsession dangereuse. Roger Ebert l'a qualifié de meilleur des films d'Hitchcock, à juste titre. James Stewart joue L.B. Jeff Jeffries, un photographe immobilisé par une jambe cassée, regarde par sa fenêtre les drames quotidiens qui se déroulent dans les appartements d'en face. Ce qui commence comme une simple observation devient sinistre lorsque Jeff commence à soupçonner qu'un de ses voisins a tué sa femme, mais sans preuve, et avec seulement la belle Lisa et son infirmière Stella à ses côtés, Jeff doit utiliser son intelligence et ses jumelles pour découvrir la vérité avant que le tueur ne réalise qu'il est en train d'être Tory. Regardez. Le suspense ici est exquis. Hitchcock tire l'attention de chaque regard, chaque scintillement d'une lumière, chaque ombre passant derrière un rideau. Le public ne voit que ce que Jeff voit, nous rendant complices voyeurs, partageant son anxiété et son impuissance. Le meurtrier se rendra-t-il compte? Le fait que Jeff fouine mettra-t-il Lisa en danger de mort? Ebert a loué Fenêtre sur cour comme un film sur le regard, sur le cinéma lui-même.
où regarder est un acte plein de périls et de possibilités. C'est à la fois un thriller angoissant et un commentaire subtil sur la nature du cinéma. La confrontation finale, Jeff seul, vulnérable, le tueur se rapprochant, provoque encore des frissons. Son suspense réduit à sa forme la plus pure et un rappel que les choses les plus dangereuses sont parfois juste à côté. Key Largo, un ouragan se dirige vers les Keys de Floride, mais la vraie tempête est déjà à l'intérieur de l'hôtel. Key Largo emprisonne ses personnages et le public dans une cocotte minute, avec un suspense qui monte à mesure que les vents et les tempéraments s'élèvent. Roger Ebert l'a décrit comme l'un des thrillers les plus serrés et tendus de l'ère classique. Humphrey Bogart et Frank McCloud, un vétéran fatigué de la Seconde Guerre mondiale, rendant visite à la veuve et au père d'un camarade tombé. Mais peu après leur arrivée, ils sont pris en otage par Johnny Rocco, un gangster renfrogné en cavale. Avec l'ouragan qui fait rage à l'extérieur, Rocco et ses sbires resserrent leur emprise et le suspense devient étouffant. Huston orchestre la tension comme un maestro, les espaces confinés, la chaleur implacable, le bruit du vent frappant les fenêtres, tout cela amplifie le sentiment de claustrophobie. Le McCloud Bogart est tout en rage contenue et d'essence, contraint de faire des choix impossibles alors que les corps et les enjeux s'accumulent. Robinson, quant à lui, dégage une menace avec chaque geste chargé de violence potentielle. Ebert admirait comment Key Largo utilise la tempête physique comme métaphore du tumulte moral. Qui craquera en premier, les criminels ou les gentils? L'affrontement final, alors que la tempête se dissipe et que les nuages moraux se lèvent, est un classique pour une raison. C'est un thriller à suspense qui semble à la fois intime et épique, où survivre signifie affronter à la fois la nature et la malveillance humaine. Les tueurs. Dès son ouverture inoubliable, avec une paire de tueurs à gages entrant dans un petit diner de ville à la recherche du Suédois, jusqu'à son enquête implacable menée par des flashbacks, Les tueurs et du noir à son apogée fataliste. Roger Ebert l'a classé parmi les meilleurs thrillers à suspense jamais réalisés, un film qui commence par la mort et remonte en arrière. Burt Lancaster fait ses débuts dans le rôle du Suédois condamné, un ancien boxeur dont les péchés passés l'ont finalement rattrapé. Lorsqu'il est abattu sans résistance par 2 tueurs, l'enquêteur d'assurance Jim Reardon creuse dans l'histoire complexe du Suédois un braquage raté, une trahison et le genre de femme fatale qui ruine les hommes simplement en entrant dans la pièce. Le suspense dans The Killers est à la fois existentiel et immédiat. Ziad Mackay construit l'angoisse à chaque tournant et révélation, chaque flashback dévoilant les couches de culpabilité et d'inévitabilité. La cinématographie est du pur noir, avec des ombres profondes, une lumière inclinée, des visages à moitié cachés. Chaque personnage fuit le destin. Ebert était fasciné par la manière dont le film transforme un simple meurtre en une vaste méditation sur le destin. Le sentiment de fatalité est inébranlable, pourtant la tension ne faiblit jamais. À la fin, le public comprend ce que le Suédois a fait et pourquoi il ne pouvait pas s'échapper. Les tueurs ne traitent pas seulement du crime, mais aussi du prix des mauvais choix, payés en moments intenses et dévastateurs. Laura. Qui a tué Laura Hunt? Et qui était-elle exactement? Laura est à la fois un mystère de meurtre et un thriller psychologique rêveur et étrange. Un film que Roger Ebert adorait pour son troublant sentiment d'irréalité. De sa musique d'ouverture hypnotique à son retournement de situation déroutant, il vous laisse deviner et reconsidérer jusqu'à la dernière minute. Dana Andrews joue le rôle du détective Mark McPherson, enquêtant sur le meurtre apparent de la directrice de la publicité Laura Hunt. Chaque suspect, du chroniqueur au langage acéré Waldo Lidiker, au fiancé faible de volonté de Laura, cache quelque chose. Alors que McPherson examine le portrait et les affaires de Laura, l'obsession se transforme en amour et la réalité devient glissante. Ebert était hypnotisé par l'atmosphère du film. Ce n'est pas seulement qu'il a fait, mais pourquoi cela ressemble-t-il à un rêve? Le suspense se construit non pas avec des poursuites en voiture ou des fusillades, mais avec des doutes persistants, des rencontres étranges, et l'un des renversements les plus choquants du film noir. Preminger déstabilise le public, utilisant la lumière, la musique et les ombres, pour créer un sentiment de réalité instable. Lorsque Laura elle-même sort des ombres, bien vivante et faisant partie intégrante de son propre mystère, le film bascule du noir classique à un suspense presque gothique. Chaque personnage est suspect, chaque alibi un mensonge potentiel. Laura est un mystère que vous voudrez revoir, juste pour repérer les indices que vous avez manqués et pour vous imprégner de son atmosphère unique et pleine de suspense. Psycho. Soyons honnêtes.
Aucune liste de thrillers à suspense n'est complète sans Psycho. C'est le film qui a changé l'horreur et le suspense à jamais. Un film que Roger Ebert a décrit comme un thriller sauvage, pervers et entièrement original. Même si vous connaissez la scène de la douche et qui ne la connaît pas, l'expérience vous secoue encore. Janet Leigh incarne Marion Crane, une secrétaire en fuite avec de l'argent volé, qui s'enregistre dans l'isolé Bates Motel. Là, elle rencontre Norman Bates, timide, poli et silencieusement inquiétant. Ce qui commence comme un jeu de chat et de souris tendu prend rapidement un détour vers l'impensable. Hitchcock tue son personnage principal, apparent après 45 minutes, retournant toute l'histoire. Ebert était obsédé par la structure et la technique du film. Hitchcock joue avec le public. Nous sympathisons d'abord avec Marion, puis avec Norman, puis avec personne du tout. Chaque plan est conçu pour déranger, de l'éclairage brutal à l'effet perturbant. La bande sonore. Le suspense monte et monte sans aucun répit. Juste une angoisse croissante. Et ce final surprenant, c'est tellement célèbre maintenant qu'il est facile d'oublier à quel point c'était choquant à l'époque. Même aujourd'hui, Psychose vous attrape à la gorge et ne vous lâche pas. Ce n'est pas seulement un thriller, c'est une leçon magistrale sur la façon de faire se tordre le public. Comme l'a dit Ebert, Psychose est un film dont on ne se remet jamais tout à fait. L'inconnu du Nord Express, un trajet en train, deux inconnus, un meurtre parfait. Le film de Hitchcock, L'inconnu du Nord Express, est une machine à suspense lancée à plein régime, et Roger Ebert se délectait de son éclat tordu. L'intrigue est presque diaboliquement simple. Le joueur de tennis Guy Haynes rencontre le charmant et dérangé Bruno Antoni, qui propose d'échanger des meurtres, chacun tuant quelqu'un que l'autre veut voir disparaître sans motif apparent ni lien. Lorsque Bruno agit, en assassinant la femme gênante de Guy, Guy est entraîné dans un cauchemar, hanté par la culpabilité, le soupçon et l'amitié implacable et déséquilibrée de Bruno. Le suspense est implacable. Guy va-t-il avouer? Bruno va-t-il le forcer à agir? Chaque rencontre est empreinte de tension. Chaque convenance sociale masque une menace plus sombre. Ebert aimait la façon dont Hitchcock exploite les décors ordinaires, le cours de tennis, une fête foraine, un trajet en train, et les transforme en arène de guerre psychologique. Le célèbre climax du manège est toujours palpitant, le genre de séquence qui contracte tous les muscles de votre corps. Ebert a fait l'éloge de la performance de Robert Walker, un méchant aussi inoubliablement charmant qu'il est glaçant. L'inconnu du Nord Express n'est pas seulement une histoire de meurtre, c'est une histoire sur comment le destin et le hasard peuvent détruire des vies et comment on ne peut jamais vraiment échapper à un pacte avec le diable. Gaslight. Avant que le terme gaslighting ne devienne un mot à la mode dans la psychologie populaire, Gaslight nous a offert l'une des études les plus exquises du suspense psychologique au cinéma. Roger Ebert l'a qualifié de thriller, où la véritable horreur réside dans ce qui se passe à l'intérieur de votre propre tête. Ingrid Bergman a remporté son premier Oscar pour son rôle de Paula, une jeune mariée dont le mari la manipule lentement pour lui faire croire qu'elle perd sa esprit. Le suspense du film est presque insoutenable, alors que des événements quotidiens, une broche disparue, des pas dans le grenier, les lampes à gaz qui faiblissent, sont détournés par le personnage de Boyer comme preuve de la folie de Paula. Angela Lansbury, dans son premier rôle au cinéma, ajoute une autre dimension d'intrigue, en tant que servante insolente, qui participe peut-être ou non au complot. Ebert admirait la façon dont Cukor transforme une maison victorienne confortable en un labyrinthe de paranoïa. Le public voit ce que Paula voit, ressent sa confusion et partage sa terreur, alors que la réalité elle-même est remise en question. Le suspense est psychologique, insidieux et dévastateur. Paula va-t-elle craquer? Quelqu'un la croira-t-il? La confrontation finale du film est à la fois cathartique et glaçante, rappelant que la véritable horreur n'est pas toujours surnaturelle. Elle peut venir des personnes en qui nous avons le plus confiance. Le port de l'angoisse. Ouais, le port de l'angoisse est souvent souvenu comme le film où Humphrey Bogart et Lauren Bacall enflamment l'écran avec leur alchimie. Mais regardez de plus près et vous trouverez un thriller à suspense qui crépite de danger, de trahison et de menaces constantes de violence. Roger Ebert a noté que Hawks crée de la tension autant avec ce qui n'est pas dit qu'avec ce qu'il est. Situé en Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine de bateau de pêche, désabusé Harry Morgan de Bogart, veut juste rester en dehors de la politique. Mais lorsqu'il est entraîné dans la résistance clandestine contre le régime de Vichy et dans l'orbite de l'impossible Cool Slim de Bacall, il est contraint de choisir un camp. Des espions et la police secrète se cachent à chaque coin de rue. Chaque conversation pourrait être un piège. Ebert admirait comment Hawks construit le suspense non pas par des explosions, mais par l'implication et le sous-texte. Le film est rempli de silences chargés,
de regards lourds de sens et de la délicieuse incertitude de savoir qui est ami ou ennemi. La célèbre phrase « Tu sais siffler, non, Steve ?» La scène porte autant sur le suspense que sur la séduction. Vont-ils se faire attraper? Vont-ils survivre? Se feront-ils confiance? Tout le film est un crescendo lent de tensions croissantes, de retournements soudains et de confrontations tendues, le tout enveloppé dans un noir et blanc fumant. Le port de l'angoisse prouve que le suspense peut être autant une question de désir et de danger que d'armes à feu et d'ombre. La Nuit du chasseur, un conte de fées plongé dans le cauchemar. La Nuit du chasseur est un film unique parmi les thrillers de cette liste. Roger Ebert l'a qualifié de « l'un des films les plus effrayants jamais réalisés ». Une fable gothique du Sud où le suspense est autant spirituel que physique. Robert Mitchum est inoubliable dans le rôle de Harry Powell, un prédicateur avec amour et haine tatoués sur ses phalanges et le meurtre dans son cœur. Il épouse une veuve pour mettre la main sur un butin caché, puis traque ses enfants à travers un paysage qui est à part égale rêve et terreur éveillée. Chaque image est un tableau, un noir et blanc saisissant qui transforme le Sud-Américain en un lieu d'ombre menaçante et de menaces sans fond. Ebert a été hypnotisé par le style du film. Seul effort de réalisation de Lofton, il mélange angles expressionnistes, berceuses envoûtantes et moments de beauté presque surréalistes. Le suspense est primal. Les enfants vont-ils s'échapper? À qui peuvent-ils faire confiance? Jusqu'où ira le mal? La poursuite sur la rivière, l'hymne de Powell résonnant dans l'obscurité et du pur cinéma, le suspense distillé à son essence. La Nuit du chasseur reste comme un rêve fiévreux, rappelant que les monstres les plus terrifiants peuvent porter le visage de la vertu. Ebert l'a loué comme un film qui existe hors du temps, et une fois que vous l'avez vu, il est impossible de l'oublier. Avant que le film noir ait un nom, avant qu'Hitchcock ne soit Hitchcock, il y avait M de Fritz Lang, un thriller si fondamental que Roger Ebert l'a qualifié de schéma directeur du film policier moderne. Peter Lorre livre une performance légendaire en tant que Hans Beckert, un meurtrier d'enfants hanté à la fois par la police et le monde criminel dans la République de Weimar en Allemagne. Lang utilise le son, encore nouveau au cinéma à l'époque, avec un effet glaçant. La mélodie sifflée de Beckert devient un motif de terreur, résonnant à travers les ruelles et les cours. Le suspense est implacable, non seulement dans la chasse à l'homme, mais aussi dans la panique et la paranoïa qui s'emparent de la ville après chaque nouveau crime. Le spectateur n'a jamais la possibilité de se détendre. Chaque ombre pourrait cacher le tueur. Chaque foule pourrait devenir violente. Ebert a loué M pour son empathie, ainsi que sa terreur. Lang nous oblige à voir Beckert comme un humain, pas seulement comme un monstre, transformant le climax en tribunal populaire où les criminels de la ville décident de son sort, à la fois horrifiant et tragique. Le suspense ne concerne pas seulement l'arrestation du tueur, mais aussi la confrontation avec le mal, la justice et l'obscurité en chacun de nous. Plus de 90 ans plus tard, M captive toujours les spectateurs avec son atmosphère inquiétante, sa complexité morale et son suspense à couper le souffle. Ce n'est pas seulement un classique, c'est l'histoire d'origine de tous les thrillers à suspense qui ont suivi. Lequel de ces thrillers emblématiques vous a laissé sans sommeil? Est-ce que votre classique du suspense préféré a été inclus? Ou avons-nous manqué une pépite cachée? Partagez vos choix dans les commentaires. Nous adorons entendre les vrais amateurs de cinéma. Si ce décompte a fait battre votre cœur plus vite, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres plongées cinématographiques profondes et trésors cachés de l'âge d'or d'Hollywood. Activez la cloche pour ne jamais manquer un rebondissement. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à regarder, car dans le monde des grands thrillers, le danger n'est jamais qu'à un pas.